L'histoire commence par un garçon nommé Ryo qui se retrouve dans un étrange espace blanc sans savoir où il est. Alors qu'il regarde autour de lui, un homme sort des nuages et lui dit que bien que ce ne soit pas l'au-delà, il a malheureusement perdu la vie dans un accident. En entendant cela, Ryo se souvient avoir été heurté par un camion et demande si l'homme est Dieu, mais l'homme répond qu'il est plutôt comme un ange. Et comme il ne donne jamais son nom, Ryo décide de l'appeler Fake Michael. Michael explique ensuite que Ryo sera réincarné dans un monde différent, appelé Phi. Mais étonnamment, il n'a reçu aucune mission ou tâche spéciale, donc il est libre de vivre comme il veut. Ryo y réfléchit et dit qu'il aimerait une vie paisible et tranquille, ce avec quoi Michael est d'accord sans problème. Il continue en expliquant que Phi est un monde où seulement environ 20% de la population peut utiliser la magie selon leur affinité élémentaire naturelle, et dans le cas de Ryo, son élément le plus fort sera l'eau. Depuis qu'il a demandé une vie tranquille, Michael a déjà pris les mesures nécessaires. Il lui dit qu'une petite maison a été installée pour lui dans la forêt de Rondo, protégée par une barrière magique pour empêcher les monstres d'entrer. Dans son kit de départ, il recevra aussi 2 livres guides, un couteau et une réserve alimentaire suffisante pour durer 2 mois entiers, lui donnant tout ce dont il a besoin pour commencer cette nouvelle. Il trouve une chambre froide faite de glace qui fonctionne par magie, remplie de viande, ainsi qu'une salle de bain et quelques autres bonnes choses que Michael a mentionnées. Il feuillette les guides et réalise que même s'il n'a jamais appris la langue de ce monde, il est capable de les lire sans problème. Une fois qu'il a fini de vérifier l'endroit, il sort pour essayer sa magie. Il lance un sort de boule d'eau et regarde une sphère d'eau se former dans sa main. Après l'avoir essayé plusieurs fois, il se rend compte qu'il n'est pas nécessaire de dire l'incantation tant qu'il imagine clairement le sort dans son esprit. Plus tard, il se dirige vers le bain, espérant profiter d'un peu d'eau chaude, mais il découvre rapidement qu'il ne peut créer que de l'eau à température ambiante. Il décide donc d'essayer d'allumer un feu à l'ancienne. Malheureusement, sa première tentative échoue complètement, car ses bras ne sont pas assez forts pour faire le travail. Ne voulant pas abandonner, il essaie une approche différente. Il pense à utiliser la lumière du soleil pour allumer le feu, et commence à imaginer des molécules d'eau se regroupant pour former de la glace. Se basant sur les quelques souvenirs qu'il a de la chimie sur Terre, il se concentre sur les liaisons hydrogènes, et d'une manière ou d'une autre, cela fonctionne. Après cela, il parvient à former un morceau de glace en forme de lentille et l'utilise pour concentrer la lumière du soleil, réussissant finalement à allumer une flamme pour son bain. Alors qu'il se trempe, il se demande s'il pourrait être possible d'utiliser la science pour créer de l'eau chaude directement. Le lendemain matin, tout en prenant son petit déjeuner, Ryo commence à réfléchir à son plan pour l'avenir, car une fois la nourriture épuisée, il n'aura d'autre choix que de se diriger vers la forêt pour chasser. Il décide donc de commencer à s'entraîner sérieusement à la magie. Il sort et essaie de lancer une boule d'eau sur un arbre, mais cela ne laisse pratiquement aucune trace. Espérant de meilleurs résultats, il passe à un sort de jet d'eau, mais le résultat est tout aussi décevant. Se rappelant les mots de Michael sur l'imagination étant la clé de la magie, il continue de s'entraîner chaque jour. Et au fil des semaines suivantes, Ryo commence lentement à s'améliorer. Une fois qu'il est satisfait de ses progrès, il commence à essayer de créer des lances de glace. Il parvient à les former, mais elles tombent simplement au sol sans rien toucher. Et même si la forme et la vitesse doivent encore être travaillées, il continue de s'entraîner. Finalement, il devient capable de produire des lances de glace presque instantanément, mais elles manquent toujours de force ou de précision. Pensant qu'un changement de rythme pourrait aider, il fabrique une lance avec son couteau et se dirige vers la forêt. En chemin, il espère ramasser du quartz, qu'il peut utiliser pour allumer des feux la nuit. En explorant, il trouve des rivières claires, de grands espaces ouverts, et aperçoit même des pierres de quartz près de la rive. Se sentant bien, il décide de cueillir quelques herbes et de retourner. Mais juste à ce moment-là, un petit sanglier surgit des buissons et le charge par derrière. On dirait que c'est la fin pour lui, mais à la dernière seconde, Ryo se souvient de comment il est mort avant et refuse de laisser cela se reproduire. Il esquive rapidement sur le côté. Le sanglier se retourne pour charger à nouveau, mais Ryo réagit rapidement et crée une plaque de glace au sol, la rendant glissante. Le sanglier perd son équilibre et commence à glisser vers Ryo, qui lance un groupe de lances de glace juste devant lui et laisse le sanglier s'y écraser. Les pics glacés transpercent le sanglier, et tout comme ça, Ryo remporte sa première victoire. Après cela, Ryo découpe le monstre et rentre chez lui. Une fois là-bas, il feuillette le guide des monstres et découvre que le terrifiant sanglier mineur qu'il a combattu était en fait le monstre le plus faible répertorié. En parcourant les pages, il remarque que les 2 dernières sont marquées comme édition spéciale. Alors il passe directement à celle-ci pour les vérifier en premier. Une page décrit les dragons comme des créatures puissantes capables de détruire des villes entières, et l'autre parle d'être appelés Akuma. Le livre indique clairement qu'ils ne sont pas des anges déchus et conseille simplement de prier pour ne jamais en croiser un. Le lendemain matin, Ryo part pour son 2e voyage dans la forêt, laissant finalement derrière lui les vêtements usés qu'il a apportés de la terre. Cette fois, il tombe sur des fruits et commence à profiter du moment. Mais dès qu'il descend de l'arbre, un énorme monstre oiseau apparaît soudainement et l'attaque. Dans le livre, il le reconnaît comme un faucon assassin, une créature qui peut utiliser une coupe d'air, un type de magie du vent invisible, mais le véritable danger du monstre réside dans
dans son bec acéré comme un rasoir. Ryo commence à reculer tout en se défendant des coups d'air en créant des murs de glace en plein air, mais réalise bientôt qu'il ne pourrait pas être assez rapide pour s'échapper. Il tire plusieurs jets d'eau sur le faucon, mais celui-ci les évite tous avec aisance et se prépare ensuite à finir Ryo en utilisant une capacité de plongée. Mais juste avant que l'oiseau ne puisse le frapper, Ryo forme un bouclier de glace devant lui et l'oiseau finit par s'y écraser et tombe près de Ryo. Ryo essaie de finir, mais l'oiseau se rétablit rapidement et remonte avec un œil blessé à cause de l'impact dur plus tôt. Il regarde Ryo, le reconnaissant comme son rival, puis s'envole au loin. Après son départ, Ryo tombe à terre et réfléchit à quel point cette vie tranquille est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. En plus de cela, toute cette course l'a complètement perdu dans la forêt, et il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve sa maison. Il continue à errer jusqu'à la nuit et tombe sur un lac lumineux entouré d'un calme silencieux. Et au milieu de celui-ci, il voit un homme sans tête caressant calmement un cheval sans tête qu'il reconnaît comme un Dullahan. Après cette rencontre, Ryo finit par rentrer chez lui, et au fur et à mesure que les jours passent, il continue à s'entraîner dur. Il parvient finalement à maîtriser son sort de lance de glace, suffisamment puissant pour abattre un ennemi d'un seul coup. En parallèle, il commence à pêcher et améliore sa magie de barrière de glace défensive. Lors d'un de ses voyages, il visite l'océan et essaie de nager, mais finit par s'échapper de justesse d'une pieuvre curieuse. Ses efforts commencent lentement à porter leurs fruits, et il développe un nouveau sort appelé Jet Abrasif, qui est une technique assez tranchante pour couper à travers la roche solide. Un soir, se sentant plus confiant dans ses capacités, Ryo forme une lame de glace et retourne dans la forêt pour défier le Dullahan sans tête. Il se demande si cet être est vraiment un monstre ou s'il est tout simplement trop avancé pour figurer dans le guide du débutant. Sans réfléchir davantage, ils foncent et les deux commencent à se battre. Ils entrechoquent à leur épée plusieurs fois et à un moment, Ryo pense qu'il pourrait gagner avec un coup, mais le Dullahan part simplement avec sa main et le frappe sur le côté, presque coupant Ryo en deux. Mais il bloque avec un rapide bouclier de glace. Après avoir perdu le combat, Ryo tombe et pense qu'il n'est toujours pas prêt à vaincre quelqu'un comme lui. Mais pour une raison quelconque, on dirait que le Dullahan agit comme un professeur silencieux. Après cela, il se lève et le Dullahan montre à Ryo comment forger correctement une épée de glace, puis lui tend finalement sa propre lame comme pour lui dire de la maîtriser. Ryo l'accepte immédiatement et regarde le guerrier sans tête retourner dans le lac. Le lendemain, pendant que Ryo se repose dans la forêt, un grand oiseau noir descend soudainement du ciel. Il le reconnaît rapidement comme le même faucon assassin qu'il a combattu auparavant grâce à la cicatrice sur son œil et se demande s'il a évolué. Le monstre lance soudainement une forte attaque de coups d'air sur lui et il faut 5 boucliers de glace pour bloquer l'attaque. Ryo réalise rapidement que le monstre est bien plus fort que lors de leur dernière rencontre. Il se prépare à bloquer son attaque en piqué avec 10 boucliers de glace, mais l'oiseau les traverse tous sans effort. Ryo continue de bloquer ses coups d'air avec ses faibles murs de glace et tente de riposter avec quelques lances de glace, mais l'oiseau les esquive tout simplement et réplique avec une capacité de négation magique qui anéantit instantanément les boucliers de glace magique de Ryo. Il évite de justesse l'attaque entière et pense à quel point cette capacité est redoutable. Juste à ce moment-là, l'oiseau le frappe avec un éclair et une fois de plus, Ryo évite l'attaque de justesse. Le monstre enchaîne avec une attaque de griffe, mais Ryo sort son épée et la pare. Ensuite, il continue de se défendre avec son épée, coupant l'air avec des coups et se protégeant contre les énormes griffes de l'oiseau. Ensuite, le faucon assassin prépare son attaque finale. Mais au lieu de fuir, Ryo reste sur place comme un vrai épéiste et parvient à frapper l'oiseau à travers son cou dès qu'il entre dans sa portée tout en esquivant sur le côté. Alors que la créature tombe, Ryo s'avance vers elle et la remercie pour le combat et pour l'avoir aidé à devenir plus fort en le poussant à ses limites. Il récupère ensuite son épée et dit que par respect pour leur rivalité, il va en finir maintenant et achève le monstre en retirant son épée. Après cela, il commence à rentrer chez lui, mais un énorme dragon rouge apparaît soudainement et atterrit juste devant lui. Il essaie de parler par télépathie, et quand il voit que Ryo peut l'entendre, le dragon semble satisfait que la connexion ait fonctionné. Sans perdre de temps, il demande si Ryo avait vu un grand oiseau noir dans la région. Ryo hésite puis admet nerveusement qu'il a peut-être vaincu la créature, pensant qu'elle était une menace, et ajoute rapidement qu'il ne savait pas qu'elle était importante. À sa surprise, le dragon ne semble pas en colère. En fait, il semble plus impressionné qu'autre chose. Alors que ses yeux se dirigent vers l'épée à la taille de Ryo, il la reconnaît immédiatement comme la lame du roi des fées et dit que Ryo a dû faire quelque chose pour gagner sa faveur. Voyant une opportunité, Ryo décide de poser au dragon certaines des questions qu'il a retenues depuis son arrivée dans ce monde. Les deux commencent à parler et finissent par passer toute la journée en conversation. Alors que le soleil commence à se coucher, le dragon se souvient soudain qu'il doit rentrer chez lui avant que sa femme ne soit fâchée contre lui pour être resté dehors trop longtemps. Et juste avant de s'envoler, il se présente enfin comme Lewin. En attendant, très haut,
Le faux Michael passe en revue les détails de la réincarnation de Ryo et se rend compte qu'il a oublié de remarquer un trait caché sur sa tablette. Il se demande pourquoi Ryo pourrait en avoir un vu qu'il n'a même pas de mission et pense au fait que cela fait 10 000 ans qu'il n'a pas vu quelqu'un avec un autre trait, tout en mentionnant une fille d'un autre monde, et révèle ensuite que dans le cas de Ryo, il possède le trait caché de la jeunesse éternelle. Le lendemain, Ryo a envie de fruits de mer et se dirige vers la côte. Lorsqu'il arrive, il trouve un bateau naufragé le long du rivage, qui semble avoir été détruit lors d'une tempête. Alors qu'il fouille dans les débris, il tombe sur un corps sans vie, ce qui le rend triste. Mais juste à ce moment-là, il entend un faible gémissement à proximité et trouve un homme à peine en vie, alors Ryo ramène rapidement l'homme blessé chez lui et le soigne. Un peu plus tard, l'homme rêve du naufrage qu'il a échoué sur le rivage et se réveille en se demandant s'il est encore vivant. Il se retourne et voit ses affaires soigneusement placées sur la table à côté de lui et se lève pour sortir, regardant autour de lui les environs inconnus et se demandant tranquillement où il a atterri. Ryo sort bientôt pour vérifier, soulagé de voir qu'il est réveillé. L'homme est choqué quand il réalise qu'il ne pouvait pas sentir la présence de Ryo derrière lui et se demande pourquoi il est si mal habillé. Mais ensuite, il décide de montrer du respect à son sauveur et se présente comme Abel et le remercie. Ryo semble d'abord joyeux, mais s'excuse ensuite, disant que c'est dommage qu'Abel soit le seul à s'en être sorti vivant. Abel ne semble pas trop affecté et explique que les autres étaient de toute façon des contrebandiers, donc il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Juste à ce moment, son ventre commence à gronder, alors Ryo se présente et l'invite à l'intérieur pour un repas. Pendant qu'il mange, Abel découvre que Ryo n'a pas de vêtements parce qu'il n'a pas pu fabriquer de fil. Quand il demande pourquoi Ryo n'en a pas simplement acheté dans une ville voisine, Ryo explique qu'il n'y a pas de ville à proximité, ni même une seule personne vivant dans la région. En entendant cela, il demande s'il a aussi chassé la nourriture qu'il mangeait, tout en montrant son couteau. Ryo dit qu'il l'a fait et crée de l'eau dans un bocal, révélant qu'il est un mage de l'eau. Voyant cela, Abel dit que c'est impressionnant et que même dans les provinces centrales, seulement la moitié de la population peut utiliser la magie, bien qu'il ne puisse pas personnellement. Cela surprend Ryo puisque Michael lui avait dit que seulement 20% des gens peuvent utiliser des sorts. Peu après, Abel demande à Ryo s'il peut l'emmener à la côte pour confirmer quelque chose et Ryo accepte. Alors qu'il traverse la jungle, Abel demande si Ryo utilise un bâton. Lorsque Ryo admet qu'il n'en a pas, Abel suppose que c'est à cause de la vie difficile qu'il mène. Pensant que Ryo pourrait ne pas être très utile dans un combat sans bâton, Abel dit qu'il prendra les devants s'il rencontre des monstres. Ryo essaie de passer outre, mais Abel insiste et dit qu'il ne peut pas continuer à être celui qui est toujours sauvé. Alors finalement, Ryo accepte. Lorsqu'ils atteignent enfin la côte, il remarque que les cadavres des contrebandiers ont disparu. Ryo suggère qu'ils ont été soit emportés par des monstres, soit par la marée. Abel remarque tranquillement qu'il aurait subi le même sort si Ryo ne l'avait pas sauvé. Il demande ensuite à Ryo d'abandonner les formalités et d'arrêter de l'appeler monsieur. Ryo argue qu'Abel est plus vieux que lui, mais il est quand même d'accord, et à partir de ce moment-là, les deux commencent à se sentir plus amis. Abel descend de l'épave et dit à Ryo que malheureusement, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Ryo demande alors ce qu'il prévoit de faire ensuite, et Abel dit qu'il veut retrouver ses alliés, et pour cela, il devra se rendre dans une ville appelée Lune. Mais il ne sait pas où il se trouve maintenant, et craint que le navire n'ait dérivé trop loin au sud. Ryo admet qu'il n'a jamais entendu parler de Lune, mais il est assez sûr qu'ils devront voyager vers le nord assez loin. Abel fait alors une demande audacieuse, et demande à Ryo s'il peut l'accepter comme travail, et l'accompagner en tant que guide. Après une courte pause, Ryo dit qu'il est d'accord pour être le guide, et suggère qu'il parte demain, car il a besoin d'un peu de temps pour se préparer. Plus tard dans la nuit, Ryo commence à se préparer pour entrer dans la jungle. Quand Abel le voit et lui demande pourquoi il part si tard, Ryo répond qu'il veut dire au revoir à quelqu'un et qu'ils ne sont apparus qu'à ce moment-là. Abel commence à se demander qui cela pourrait être, car plus tôt Ryo lui avait dit qu'il n'y avait personne d'autre ici, mais il décide ensuite qu'il doit partir rendre hommage à quelqu'un qui est décédé et qu'il vaut mieux ne pas trop s'immiscer. Pendant ce temps, Ryo atteint l'endroit habituel et appelle le roi Fée sans tête. Il lui dit qu'il va quitter la forêt de Rondo pour un moment et le remercie pour toute l'aide qu'il a reçue jusqu'à présent. Avant de partir, il demande un dernier combat et donne tout ce qu'il a. Après leur duel, le roi des fées sort un costume soigneusement plié de l'eau et le remet comme cadeau d'adieu, que Ryo accepte avec gratitude. Le lendemain, il enfile le costume et se prépare pour la route à venir avant de partir avec Abel. En chemin, il rencontre un sanglier inférieur. Abel s'avance et le bat facilement avec une compétence de combat appelée empalement total. En voyant cela, Ryo est impressionné et demande quel était ce mouvement. Abel suppose qu'un mage ne connaîtrait pas les compétences de combat et explique qu'il s'agit de techniques spéciales utilisées par des personnes qui combattent avec des armes, comme des épées et des lances. Le reste de la journée est passé à marcher et quand la nuit tombe, ils se reposent à l'intérieur du tronc d'un grand arbre. Le matin suivant, ils poursuivent leur voyage et rencontrent un groupe de lézards sur leur chemin.
Abel a l'air prudent et dit qu'il serait risqué de les affronter dans le marais, alors il décide de prendre un autre chemin à travers les bois. En marchant, Rio dit discrètement à Abel que les lézards semblent les suivre. Avec cela, ils se préparent tous les deux à se battre, mais Abel est toujours préoccupé par la façon dont Rio se débrouillera en combat sans bâton. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Rio s'avance et lance de glace, abattant 4 hommes lézards en un instant. Rio dit à Abel de rester vigilant car d'autres ennemis approchent, et peu de temps après, ils finissent par éliminer le reste des hommes lézards. Après le combat, Abel regarde et demande à propos du sort que Rio vient d'utiliser, confus quant à la façon dont il a réussi à lancer 4 lances de glace avec une seule incantation. Rio hausse les épaules avec désinvolture et dit que ce genre de choses est assez normal quand il s'agit de magie de l'eau, puis lui offre un verre d'eau fait de glace. Abel remarque que Rio utilise une incantation différente, cette fois pour invoquer l'eau, et lui demande à ce sujet, mais Rio s'en sort avec une excuse paresseuse en disant qu'Abel doit s'imaginer des choses. Tout en marchant, Abel sort une pièce de bronze et la montre à Rio, expliquant qu'il s'agit d'un florin de bronze, la monnaie utilisée par le royaume de Knightley, où se trouve la ville de Lune. Rio s'illumine en entendant le nom du royaume, et Abel explique que c'est l'un des 3 royaumes des provinces centrales, en plus de l'empire de Buti et de la fédération de Andalu. Rio fait immédiatement une grimace en entendant parler de l'Empire D et dit que le nom semble stupide et qu'il ne voudrait en aucun cas être appelé citoyen d'un endroit avec un nom aussi ridicule. Puis il continue d'avancer et arrive dans des champs ouverts. Juste à ce moment, un morceau de rocher se précipite vers Abel de nulle part, mais il le coupe en deux et réalise qu'ils ont découvert un nid de golems de pierre. En entendant cela, Rio commence à se demander pourquoi les golems ne ressemblent pas à des humanoïdes comme il l'avait imaginé, tandis qu'Abel se lance et utilise sa compétence d'empalement total pour percer un trou dans le corps d'un golem à proximité, mais il se régénère immédiatement et le repousse. Voyant cela, Rio dit à Abel qu'il veut essayer quelque chose de nouveau et crée 10 murs de glace sous la forme d'un énorme cube de glace qu'il écrase d'en haut, écrasant 2 golems d'un coup. Abel reste là en silence, regardant la scène se dérouler, se demandant comment le combat s'est terminé si rapidement alors que des combats comme celui-ci ne sont jamais censés être aussi simples. Et pourtant, Rio le fait paraître sans effort. Une fois qu'ils ont abattu le dernier golem, il remarque qu'il a cessé de bouger après avoir trébuché et être tombé sur le côté. Rio se demande s'ils absorbent de l'énergie de la terre en utilisant la pierre magique massive sur leur fond, et Abel dit que celui-ci doit avoir vaincu d'autres monstres dans cette zone et absorbé leur expérience parce que sa pierre magique est de couleur vive et assez grande. Après ça, il récupère la pierre comme butin et Rio dit qu'il aurait aimé récupérer les pierres des autres golems aussi, mais malheureusement, il les a toutes écrasées sous ses cubes de glace. Peu de temps après, il tombe sur une créature géante ressemblant à un hippopotame et Abel l'identifie comme un behemoth. Rio se demande s'il devrait l'abattre, mais Abel déconseille immédiatement. Juste à ce moment-là, il remarque un groupe de wyverns volant vers le behemoth et se demande s'ils se sont procurés des places au premier rang pour une bataille épique de monstres. Abel pense que le behemoth est clairement désavantagé, mais Rio le corrige en disant qu'il ne se laissera peut-être pas abattre si facilement. À ce moment-là, le monstre massif pousse un rugissement tonitruant avec des effets de négation magique et abat toutes les wyverns en un seul coup. Plus tard dans la nuit, pendant qu'il campe, Rio taquine Abel à propos de vouloir voir le deuxième round entre lui et le colosse, mais Abel ferme immédiatement la conversation et qualifie l'idée de ridicule. Il mentionne ensuite à nouveau la négation magique et dit qu'il n'a entendu parler que de pièges avec ce genre d'effet à l'intérieur des donjons. Le mot donjon attire instantanément l'attention de Rio et il accuse Abel de lui cacher tous les trucs amusants, lui demandant s'il y a autre chose qu'il n'a pas encore mentionné. Abel répond en demandant si Rio sait quelque chose sur les elfes ou les nains, et la façon dont il les décrit correspond parfaitement à ce que Rio sait déjà. Et Abel révèle qu'il y a aussi un elfe à lune. Le lendemain matin, alors qu'ils poursuivent leur voyage, Rio dit qu'une fois qu'ils traverseront les montagnes, ils entreront sur le territoire humain. Cela fait qu'Abel s'arrête un instant et demande comment Rio sait quelque chose comme ça. En vérité, c'est le dragon rouge qui le lui a dit, mais au lieu de cela, Rio l'écarte simplement et appelle cela une connaissance au-delà de la compréhension humaine, et d'une manière ou d'une autre, Abel laisse tomber sans lui poser plus de questions. Alors que les deux marchent paisiblement, un griffon géant apparaît soudainement de nulle part, leur faisant tellement peur qu'ils restent figés. Réfléchissant rapidement, Rio jette un morceau de viande en l'air et dit à Abel de faire de même. Le griffon accepte l'offrande et s'envole sans faire de scène, laissant les deux pousser un énorme soupir de soulagement, sachant que s'il avait choisi d'attaquer, il n'aurait pas vécu pour raconter l'histoire. Abel dit qu'il y a définitivement quelque chose qui cloche avec cet endroit, puisque aucun humain n'a signalé avoir vu des griffons ou des behemoths depuis des siècles. Mais Rio s'en moque et dit que ces humains n'avaient probablement pas cherché assez attentivement. Alors qu'il continue à avancer, il tombe sur un groupe de vouivres en train de déjeuner. Abel souligne qu'il faudrait au moins 20 aventuriers expérimentés pour affronter un groupe comme celui-ci, et même dans ce cas, il y aurait encore des pertes importantes. Mais Rio soutient que puisqu'ils sont entrés en territoire wyvern, ils devront de toute façon les affronter un jour ou l'autre. Il convainc Abel de se lancer dans le combat et lui demande si ce serait plus facile s'il pouvait les clouer au sol. Abel dit que cela rendrait le fait de les tuer plus facile car il pourrait les atteindre avec son épée, alors Rio avance et lance des lances de glace sur les créatures et laisse Abel les achever.
Après ça, ils continuent d'utiliser cette combinaison pour abattre tous les wyverns qui se présentent et parviennent à récolter un tas de grandes pierres magiques vertes. Abel se demande comment ils ont réussi à le faire si facilement, mais avant qu'ils ne puissent profiter de la victoire, une autre vague de wyverns arrive pour se venger, et cette fois, c'est Abel qui saute en premier, déjà devenu accro au combat grâce à la mauvaise influence de Rio. Alors que les deux sortent enfin de l'immense chaîne de montagnes, Abel regarde autour de lui et se demande où ils ont atterri, remarquant qu'ils sont certainement allés assez loin vers le nord. Rio répond d'un ton fatigué mais honnête, disant que n'importe où en dehors de l'empire de Debuty lui convient, et Abel le rassure en expliquant que l'empire se situe encore plus au nord qu'eux. Juste à ce moment-là, Rio aperçoit une route allant d'est en ouest. Alors qu'il se dirige vers elle, Abel jette un regard en arrière vers les montagnes imposantes derrière eux avec une légère expression d'inquiétude, puis il montre le chemin vers l'ouest et dit que cela devrait conduire à la ville de Kiladi. La pensée d'un véritable lit remonte leur morale à tous les deux, et Abel recommande vivement la cuisine locale, affirmant que le voyage en vaut la peine rien que pour cela. Ce soir-là, les deux arrivent à la guilde où Abel dit à Rio d'aller s'inscrire. Il lui explique que la carte de guilde peut être très utile de différentes manières, et couvrira même ses frais d'entrée, lui rappelant qu'il a déjà payé pour lui une pièce d'argent et a agi en tant que garant cette fois. Rio plaisante en disant que cela ressemble à une sorte de plan douteux pour le recruter comme serviteur, mais Abel rejette cette idée avec mépris en disant un bon marché. Une astuce comme celle-là est bien en dessous de lui. Puis, il continue à expliquer les véritables avantages d'être inscrit à la guilde, comme pouvoir vendre des pierres magiques et des matériaux de monstres à de meilleurs prix. Sinon, il dit que Rio devrait chercher un alchimiste juste pour faire une vente. Juste à ce moment-là, la serveuse apporte une assiette de riz au curry. Rio se souvient soudainement de toutes ces histoires d'isekai qu'il a lues où le héros devait travailler dur juste pour goûter au curry. Mais lui, il est ici en train d'en manger sans lever le petit doigt. Au moment où il prend une cuillerée, il adore le goût et devient fou, demandant même du rab. Le lendemain, alors qu'ils partent pour l'une, Rio recommence à jouer la victime et accuse Abel de lui cacher encore un autre secret. Il joue le rôle comme un prince exigeant des réponses, cette fois en demandant à Abel s'il lui cache aussi de délicieux bonbons. Peu après, les deux arrivent dans la ville de Lune où un garde nommé Nimer s'excite visiblement en voyant son camarade perdu. Abel donne tout le crédit à Rio pour l'avoir aidé à revenir en vie et Nimer le remercie personnellement. Abel couvre même les frais d'entrée de Rio et les deux se dirigent directement vers la guilde. Là-bas, Abel lui dit qu'il peut même faire monter son inscription en étant simplement avec lui. Quand Rio demande ce que cela est censé signifier, Abel explique que normalement tout le monde commence au rang F. Mais si quelqu'un est soutenu par quelqu'un de rang supérieur à B, il peut être promu au rang D. En entendant cela, Rio lui dit qu'il est fier, car cela doit signifier qu'Abel est classé assez haut. Abel parle ensuite des avantages qui accompagnent un rang supérieur, comme des emplois mieux rémunérés. Mais avec la quantité de pierres magiques que Rio a collectées, l'argent ne devrait pas être un problème de sitôt. En fait, il craint que si elles étaient toutes vendues en même temps, cela pourrait même faire s'effondrer le marché. Malgré tout, il reste positif, disant que le maître de guilde devrait être assez intelligent pour comprendre cela par lui-même. Après cela, ils entrent à l'intérieur, et dès que les deux pénètrent dans la guilde, la réceptionniste crie pratiquement le nom d'Abel, et tout l'endroit s'illumine à sa vue, vivant. Tout le monde se précipite comme s'il était une sorte de célébrité. Entouré de visages familiers et de vieux amis, Abel est rapidement entraîné dans la foule, tandis que Rio sourit discrètement et sort, pensant qu'il pourrait juste être dans le chemin. Dans la rue, le seul elfe de la ville passe devant lui et remarque immédiatement la robe que Rio porte. Quand il lui demande si quelque chose ne va pas, elle répond qu'elle admirait simplement la robe, la qualifiant de remarquable et disant qu'il semble être une personne intéressante. Elle s'excuse poliment, disant qu'elle a quelque part où aller, et ajoute qu'elle espère qu'ils se reverront. Alors qu'elle disparaît dans la rue, la porte de la guilde s'ouvre et Abel sort, cherchant Rio du regard. Dès qu'il l'aperçoit, il l'attrape et le ramène à l'intérieur, le présentant à tout le monde et l'appelant son sauveur. Il annonce ensuite que Rio va s'inscrire comme aventurier, et la foule l'accueille chaleureusement, le remerciant d'avoir sauvé leur ami et de s'être occupé de lui. Abel amène ensuite notre gars directement à la réceptionniste et lui demande de l'enregistrer au rang D sous son aval. La demande la surprend clairement car personne de l'épée cramoisie n'a jamais personnellement recommandé quelqu'un auparavant, et cela en dit long sur la valeur que Rio doit avoir. Alors que la réceptionniste semble comprendre l'attente derrière cela, elle mentionne tout de même le protocole habituel et dit qu'ils devront d'abord le tester pour confirmer ses capacités. Abel demande à parler avec le maître de la guilde pour régler ça, ainsi que quelques autres choses, donc le réceptionniste s'en occupe et leur dit d'attendre dans la salle de réunion. Dès que la nouvelle se répand qu'Abel est en vie, le maître de la guilde arrive en courant et tombe à genoux avec soulagement. Abel se précipite pour l'aider à se relever, s'excusant de l'avoir fait autant s'inquiéter. Le maître de la guilde ne veut rien entendre et commence à se plaindre de l'enfer qu'il a vécu depuis qu'il a appris la disparition d'Abel.
Finalement, ses yeux se posent sur Ryo et il demande qui est le magicien. Abel présente à nouveau son sauveur et le maître de guilde répond en se présentant comme Hugues. Il remercie alors Ryo qui répond qu'il se trouvait juste au bon endroit au bon moment. Abel parle ensuite de l'approbation de Randy de Ryo et lorsque Hugues demande s'ils ont des preuves pour l'appuyer, Abel dit que Ryo est beaucoup plus fort que lui et dépose négligemment toutes les pierres de monstres de haute qualité sur la table et dit au maître de guilde qu'ils les ont ramassées sur les monstres qu'ils ont vaincus en chemin. Yu prend un moment pour comprendre ce qu'il regarde avant de réaliser qu'il s'agit de pierres de vouivre, et à en juger par la quantité, il aurait fallu une armée entière pour en abattre autant. Abel dit qu'il a quelque chose d'encore plus effrayant à ajouter, révélant qu'ils ont chassé ces wyverns au sud des montagnes maléfiques. Il dit à Ryo qu'il s'en est rendu compte après avoir regardé la route de Keilati, et Ryo souligne immédiatement que cela ressemble à un nom conçu pour avertir les gens de rester à l'écart, et le maître de la guilde le confirme, disant que personne n'est jamais sorti vivant de cet endroit et que la plupart des gens n'iraient même pas près de la zone à moins qu'ils n'aient pas d'autre choix. Abel soutient ensuite que cela devrait être plus que suffisant pour justifier l'augmentation du rang de Ryo. Et le maître de guilde est d'accord. À ce moment-là, les coéquipiers d'Abel arrivent, et leur mage, Lin, tombe à genoux. Abel se précipite vers la porte et s'excuse de les avoir inquiétés. Ensuite, le maître de guilde dit à Abel et à ses coéquipiers, Lin, Ria et Warren, qu'ils peuvent avoir la salle pour eux seuls, et dit à la réceptionniste, Nina, d'apporter les documents d'enregistrement nécessaires à son bureau avec Ryo. Alors que Ryo sort, Abel l'appelle et lui demande d'attendre à la réception après son inscription, car il veut l'emmener quelque part après. Le maître de guilde conduit ensuite Ryo dans son bureau et lui dit que le groupe d'Abel, l'épée écarlate, est le groupe le plus fort de la ville. Ryo lui demande alors s'il devrait vraiment commencer au rang D, mais le maître de guilde lui dit de ne pas s'inquiéter en disant que même si Abel est un prodige, il sait pertinemment que même Abel ne pourrait pas abattre tout un essaim de wyvernis à lui seul. Il tape ensuite Ryo sur l'épaule, disant que cela signifie qu'il doit être vraiment doué lui-même, et il est ensuite un peu surpris par sa carrure solide pour quelqu'un qui est censé être un mage. À ce moment-là, Nina revient avec le matériel d'inscription et commence. Elle se présente officiellement comme une employée de la guilde des aventuriers de lune et débute l'entretien. Après avoir posé quelques questions de base, elle lui fait savoir qu'une fois inscrit, il pourra séjourner dans les logements de la guilde jusqu'à 300 jours. Lorsqu'elle apprend qu'il n'est jamais allé dans un donjon auparavant, elle recommande le cours mensuel pour débutants de la guilde et l'encourage à s'y inscrire. Ryo montre plus d'intérêt que prévu, et une fois l'entretien terminé, elle lui demande de poser sa main sur le cristal pour compléter l'enregistrement. À son soulagement, il n'explose pas et ne se brise pas comme dans ces scènes d'anime avec des personnages isekai surpuissants. Tout se passe bien, et juste comme ça, il reçoit sa carte de guilde officielle. Après que les deux soient repartis, le maître de guilde laisse échapper un profond soupir. Et Abel se détendre un peu maintenant qu'Abel est de retour. Avec sa charge de travail qui s'accumulait depuis sa disparition, il ressent maintenant un véritable soulagement et décide tranquillement qu'il doit une faveur à Ryo pour l'avoir ramené sain et sauf. Pendant ce temps, après avoir terminé son enregistrement, Ryo retrouve Abel qui l'entraîne pour récupérer la récompense de la mission d'escorte. En chemin, Abel propose de lui acheter des vêtements appropriés et peut-être même un bâton, mais Ryo ne sait pas vraiment pourquoi il en aurait besoin et le demande. Abel dit avec désinvolture qu'il pensait simplement que tous les magiciens utilisaient des bâtons. Ryo hausse les épaules et dit qu'il est capable de lancer des sorts sans. Il ajoute qu'il combat de près avec une épée, cela surprend Abel car il n'a jamais vu Ryo en porter une. Donc Ryo sort sa lame, mais pour Abel cela ressemble plus à un grand couteau qu'à une épée. En marchant, Ryo commence à poser des questions de base sur le monde et découvre que les jours de la semaine, le nombre d'heures dans une journée, même la manière de mesurer les choses en centimètres, tout cela est exactement le même qu'à la Terre. Et comme le Curie existe déjà ici, cela semble trop spécifique pour être une coïncidence. En assemblant les pièces, Ryo en déduit que quelqu'un d'autre a dû être transporté dans ce monde longtemps avant lui. Une fois qu'ils ont fini leur course, Abel l'emmène à la fête organisée pour célébrer son retour. Le matin suivant, Nana montre à Ryo le chemin des logements de la guilde, tandis qu'il se plaint d'avoir trop bu à la fête la veille. Nana lui dit que l'hôte de la fête, Rod, ne voulait pas que Ryo parte tôt, car il considérait Abel comme un frère et se sentait profondément redevable envers Ryo de l'avoir ramené. Peu après, Ryo est emmené dans la chambre numéro 15 où il partagera son logement avec deux autres garçons de son âge. Le dynamique se présente comme Nils, tandis que le blond silencieux s'appelle Ito. Alors que Nana sort, Nils commence immédiatement à parler de combien il trouve Nana mignonne, rendant très clair qu'il a un sérieux béguin pour elle. Mais Ito lui dit franchement qu'il n'a aucune chance, surtout avec toute la concurrence. Cependant, Nils reste confiant, affirmant que c'est le rêve de tout homme de réussir et de conquérir une belle femme. En entendant cela, Ito ne se donne pas la peine de discuter et se tourne vers Ryo, demandant s'ils peuvent garder une relation informelle et amicale entre eux. Juste à ce moment-là, Nana revient et présente un nouveau colocataire nommé Emon, qui a l'air un peu plus jeune que les autres. Avant de repartir, elle rappelle à Ryo d'être prêt le lendemain avec Amon, car tous les deux sont prévus pour la séance d'entraînement dans le donjon. Pendant ce temps, Abel a du mal à convaincre son équipe des capacités de Ryo. Lin soutient que le mur de glace est clairement un sort d'eau, mais il est si mince qu'une simple entaille aérienne devrait pouvoir le traverser. Elle dit qu'épaissir le
mur et le faire tomber sur des golems semble plus sortir d'un conte de fées. Alors que Lynn continue de repousser, Rhea intervient pour la calmer, lui rappelant qu'Abel partage simplement ce qu'il a vu. Lynn finit par se calmer, mais refuse toujours de croire qu'il est possible de vaincre des dragons volants avec des lances de glace. Surtout parce que ces créatures sont protégées par des barrières de vent. Rhea mentionne ensuite que le seul mage connu pour réaliser des exploits comme ceux décrits par Abel était le légendaire magicien de l'enfer. Elle admet que Rio semble être une trouvaille rare, mais partage également sa préoccupation que si quelqu'un comme lui se rangeait du côté de l'empire de Debutia, cela constituerait une menace sérieuse. Mais Abel ne semble pas inquiet, et quand il demande pourquoi, il dit que Rio déteste le nom Debutia, qui semble tout aussi stupide pour le reste de l'équipe. Rio et le nouveau, Amon, commencent leur premier cours de dungeonnerie ensemble. Et après 5 jours de cours, le professeur termine enfin la partie théorique. Avec cela de côté, il est temps pour l'expérience pratique. Alors il annonce qu'ils se dirigeront vers la première couche d'un véritable donjon. Amon commence immédiatement à paniquer, mais Rio lui dit de se calmer, avertissant que s'il continue à stresser ainsi, il finira par s'épuiser avant même que midi ne soit arrivé. Avant de partir, le professeur laisse la parole pour des questions et Rio lève la main. Il demande s'il est possible de se téléporter instantanément à un niveau de donjon une fois qu'il a déjà été dégagé. La question, clairement inspirée par sa connaissance des animés isekai, capte l'attention de tout le monde. Le professeur a l'air un peu surpris, mais admet qu'il est impressionné que Rio connaisse quelque chose d'aussi précis. Malheureusement, il explique que ce genre de fonctionnalité est seulement supposé exister dans les provinces du sud, et le donjon de Luim n'a rien de tel. Amon se tourne vers Rio, visiblement impressionné, et dit qu'il est surpris qu'il le sache, ajoutant que Rio mérite vraiment se rendre. Une fois tout en place, le professeur conduit la classe vers le donjon, tout en partageant un peu de son histoire. Il explique que toute la ville de Luim a été construite autour de ce donjon, et que tous les quelques années, la population de monstres à l'intérieur augmente de façon spectaculaire. Cet événement est connu sous le nom de Grand Mascaré. Pendant cette période, les monstres atteignent la couche de surface, c'est pourquoi d'énormes doubles murs ont été construits pour les empêcher de déborder dans la ville. En entendant tout cela, Amon semble un peu inquiet, mais le professeur le rassure en lui disant que le mascaré n'a lieu qu'une fois tous les quelques années et qu'il n'y a aucun signe qu'il se produise bientôt, donc les nouveaux n'ont pas à s'inquiéter. Alors qu'ils atteignent l'entrée, il désigne un comptoir de guilde situé juste au début du donjon et explique que chaque aventurier doit enregistrer son nom et son heure d'entrée avant de continuer. Rio remarque qu'Amon est encore nerveux et lui dit de respirer profondément pour rester calme. Une fois à l'intérieur, le professeur informe la classe qu'ils sont libres d'explorer par eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas de monstres dangereux à proximité. Alors que Rio et Amon avancent plus profondément dans le donjon, Rio sent soudain un monstre et dit à Amon de se préparer, en disant qu'il va l'immobiliser avec de la magie pour qu'Amon puisse aller le tuer. Quelques instants plus tard, une fourmi soldat apparaît et Rio explique rapidement que la façon la plus simple de la battre est de viser la base de son cou. Il feint ensuite une incantation et lance 8 lances de glace, immobilisant la créature et donnant à Amon une occasion parfaite de la finir. Ensuite, Rio montre à Amon comment extraire la pierre magique du corps du monstre. Et une fois que c'est fait, les deux retournent fêter leur première expédition réussie. Ce soir-là, les colocataires organisent une petite fête et Ito les félicite d'avoir réussi à abattre une fourmi soldat dès leur première tentative. Amon admet humblement qu'il n'a réussi à porter le coup final que parce que Rio avait déjà immobilisé la fourmi, mais Rio ne cherche pas à s'attribuer le mérite et laisse Amon sous les projecteurs. Quand Ito demande ce qu'il compte faire ensuite, Amon dit qu'il est prêt à y retourner tout de suite, mais qu'il a peur d'y aller seul. Rio dit qu'il prévoit d'aller jusqu'au 3e étage et lui propose de l'accompagner. Le groupe se demande alors pourquoi une fourmi soldat est apparue au 1er étage, alors que ce niveau est habituellement rempli de monstres faibles comme des chauves-souris. Ito mentionne qu'il y a eu plusieurs rapports dernièrement de créatures plus fortes apparaissant au 1er et 2e étage, ce qui pousse Rio à se demander ce que des monstres comme ça font même là en premier lieu. Juste à ce moment-là, Abel fait une entrée dramatique et explique calmement que les fourmis soldats peuvent en réalité creuser leur chemin jusqu'aux étages supérieurs. Après cela, il se présente correctement aux colocataires de Rio et lance une pique en disant que Rio a clairement de sérieux problèmes de personnalité et leur demande de le surveiller. En entendant cela, Rio rétorque en demandant s'il est vraiment aussi désespéré de commencer une bagarre. Pendant ce temps, les autres réalisent soudain à qui il parle et se figent. Miles se lève soudainement et se présente nerveusement comme un épéiste et dit qu'en tant qu'aventurier de rang F, il considère Abel comme un héros. Il est honoré de lui serrer la main, ce qu'Abel accepte humblement tout en lui disant de continuer à travailler dur, mais pas au point de s'épuiser. Rio demande alors pourquoi Abel fouine si tard. Et Abel explique que la quête que son équipe a acceptée a duré plus longtemps que prévu. Comme par hasard,
Son équipe arrive, clairement agacée qu'il traîne encore au lieu de se rendre à la guilde. Abel prétend qu'il fait simplement son travail de vétéran responsable en aidant à guider les nouveaux. Lynn dit à Warren de s'occuper de lui et le gars soulève Abel sur son épaule comme un sac de pommes de terre et s'en va sans un mot. Ensuite, Lynn s'approche de Rio et le fixe dans les yeux avant de se retourner et de partir sans dire un mot. Rio s'excuse rapidement pour l'intrusion inattendue et dit que leur chef était nécessaire de toute urgence. Alors que l'escouade de l'épée cramoisie s'éloigne, elle commence à réprimander Lynn pour être impolie et lui dit d'arrêter de fixer Rio, mais Lynn dit que si Rio est vraiment ce mage du high five, alors il n'y a pas moyen qu'elle ne soit pas intéressée. En entendant cela, Abel dit qu'ils vont bientôt voir de quoi son sauveur est vraiment capable. Le lendemain matin, Amon marche vers le donjon avec Rio, et une fois à l'intérieur, les deux tombent sur une meute de loups, mais parviennent à les abattre sans trop de difficultés. Ensuite, ils s'assoient pour reprendre leur souffle, et Rio mentionne que le style de combat d'Aemon lui rappelle un peu celui d'Abel. Aemon dit qu'il l'a appris de son enseignant nommé Kiro dans son village, qui était un aventurier qu'il a appris d'une grande académie appelée l'école Hume, bien qu'il ne soit pas entièrement sûr. Rio lui dit de ne pas trop réfléchir, et dit que s'il continue, il pourrait même rattraper Abel un jour. En entendant cela, Aemon fait remarquer que Rio est aussi très habile avec une épée, surtout pour un magicien. Et Rio explique qu'il a eu la chance de s'entraîner sous quelqu'un il y a longtemps, bien qu'il ne sache pas s'il se qualifierait de bien versé, car son style est original. Avant de continuer, il donne à Aemon quelques conseils sur le contrôle de l'endurance et la constance, disant qu'il a voyagé avec Abel pendant assez longtemps et qu'il pratiquait toujours ses formes en premier le matin. Aemon écoute attentivement et dit qu'il mettrait autant d'efforts dans son entraînement aussi. Le jour suivant, Rio décide de faire une pause du donjon et se rend à la bibliothèque pour en apprendre davantage sur l'alchimie. Le bibliothécaire lui fait une visite rapide et lui indique par où commencer. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il sort dehors, le ciel commence soudainement à s'assombrir. En levant les yeux, Rio réalise que c'est une éclipse, mais il sent que quelque chose ne va pas. Juste à ce moment-là, un puissant sort de feu le frappe par derrière et il parvient à peine à le bloquer avec une incantation rapide de plusieurs murs de glace. Alors que le feu s'éteint, une demi-humaine apparaît et d'après son apparence, Rio suppose qu'elle pourrait être l'un de ces Akuma mentionnés dans les pages spéciales du guide des monstres à sa cabane. Et en jugeant par sa force, il pense qu'elle est probablement aussi forte qu'un behemoth ou un griffon. Il envisage de s'enfuir, mais la femme ne lui en laisse pas l'occasion et lui lance un autre sort de feu. Au début, Rio parvient à tenir le coup, mais ensuite elle le frappe à l'épaule avec une lance de vent. Rio sort rapidement son épée et recule, reconnaissant que le manteau du roi des fées l'a sauvé d'une blessure grave. Cela surprend également la fille Akuma, qui dit qu'il est déjà impressionnant qu'il puisse supporter son feu infernal, mais pouvoir annuler sa lance de vent était fou. C'est alors que ses yeux tombent sur la robe qu'il porte et elle demande si elle vient du roi des fées. Elle sort alors son épée et dit qu'elle devra le découper à l'ancienne, puis se précipite avec un coup. Rio sort également sa lame et la rencontre avec un choc, et ils commencent tous les deux à échanger des coups. À un moment donné, l'Akuma parvient presque à couper Rio, mais il esquive en arrière et lui tire dessus avec une... La fille court autour, esquivant tous les obstacles, alors que l'éclipse commence à s'estomper, et Rio se demande si elle utilise la magie du vent pour augmenter sa vitesse. Juste à ce moment-là, l'Akuma saute avec un coup puissant, forçant Rio à le bloquer avec son épée. Elle le repousse ensuite d'un coup de pied et demande pourquoi le roi des fées ferait confiance à quelqu'un comme lui, avec à la fois sa robe et son épée, et demande qui il est vraiment. Après cela, elle crée une boule de feu, mais avant qu'elle ne puisse terminer son sort, Rio l'annule avec sa magie de glace, la laissant stupéfaite par sa vitesse de lancement. Elle le traite de monstre, puis se précipite vers lui avec son épée. Rio part toutes ses attaques et lui tire dessus avec plusieurs lances de glace, mais elle les fond avec un mur de feu avant de faire apparaître deux murs de terre du sol comme bouclier. Profitant de la poussière qui se soulève, Rio la frappe avec des jets d'eau venant du ciel et parvient à la blesser légèrement. Ensuite, il se précipite pour l'achever, mais l'Akuma traverse le mur devant elle et affronte directement l'attaque de Rio. Pendant leur affrontement, Rio remarque que ses blessures guérissent très rapidement alors qu'elle le repousse dans un bâtiment. Elle se prépare alors à lui tirer dessus avec une boule de feu, mais Rio l'a déjà entourée de gouttelettes d'eau bouillante. Alors que la pluie bouillante tombe sur elle, elle pousse un cri et se protège avec un dôme de terre avant d'en sortir en trombe avec une expression folle regardant Rio. Elle avance ensuite et remarque que l'éclipse est presque terminée et lui dit qu'elle manque de temps, et c'est triste parce qu'elle ne se souvient pas de la dernière fois où elle s'est autant amusée à se battre avec quelqu'un. Elle se présente ensuite comme Léonore avant de demander qui il est. Rio répond avec son nom et l'appelle un Akuma, ce qui la fait s'arrêter. Elle est surprise qu'un humain connaisse son espèce et murmure qu'elle aurait dû l'éliminer quand elle en avait l'occasion, même si elle admet que cela n'aurait probablement pas été possible de toute façon, pas avec la limite de temps toujours en place. Alors qu'elle se détourne pour s'éloigner, elle dit à Rio qu'étant donné sa force, il rencontrera sûrement d'autres Akuma, et lui dit de ne pas mourir avant qu'elle puisse le tuer elle-même. Une fois qu'elle est partie, Rio laisse échapper un long soupir et murmure que sans la robe du roi des fées, il y aurait un trou dans son épaule en ce moment. Avec son corps douloureux de partout, il décide de prendre quelques livres à la bibliothèque après avoir retiré de l'argent. Et lorsqu'il vérifie son compte, il trouve une somme absurde et se demande combien ils ont gagné en vendant les pierres de Wyvern, et dit qu'au moins maintenant, il n'a plus à se soucier de l'argent pendant un certain temps. Après cela, il retourne dans sa chambre, mais quand il ouvre la porte,
l'endroit est vide. Curieux, il s'approche de la fenêtre et aperçoit ses amis se faire attaquer par un autre aventurier nommé Dan et sa bande. Dan commence à aboyer sur les amis de Ryo, sortant une logique idiote qui les aide à s'entraîner aux embuscades parce que les monstres ne distribuent pas d'invitation avant d'attaquer. Mais ensuite, les personnes avec lui tombent soudainement et nous voyons Ryo debout sur le côté. Il dit à Dan qu'il ne s'attendait certainement pas à ce qu'il... En entendant cela, Dan essaie de le frapper. Mais Ryo esquive simplement et le frappe avec le pommeau de son épée, le faisant tomber. Ryo se dirige ensuite vers Ito et lui lance une potion d'abord, pensant qu'il peut s'occuper de soigner les autres avec sa magie de guérison en tant que prêtre. Après cela, ils vont tous aux bains locaux, où Edo soigne les blessures de Ryo et se demande qui pourrait bien porter un coup à quelqu'un d'aussi fort. Les autres se penchent, curieux aussi, mais Ryo fait un geste de la main avec un sourire paresseux et dit qu'il leur en parlera un autre jour. Il se détend ensuite et profite du bain en pensant à Léonore et à la façon dont elle a mentionné qu'il y en avait d'autres comme elle, mais il décide ensuite de se détendre, disant qu'il a mérité une pause pour ce soir. Le jour suivant, Aemon retourne au donjon avec Mills et Ito à ses côtés. Après avoir fini avec le monstre, Ito utilise une guérison mineure sur lui et soigne la petite blessure. Ito souligne ensuite que les archers gobelins ne devraient même pas apparaître au 5e niveau, et quelque chose à ce sujet semble étrange. Mills intervient en partageant quelque chose qu'il a appris d'Abel, disant que la survie devrait toujours être leur priorité. Il suggère ensuite de retourner à la surface et de diviser leurs gains en 3 parts égales. Au moment où il commence le chemin de retour, Aemon se surprend à regretter UT pendant l'aventure, bien qu'Ito essaie de le convaincre qu'il devrait former une équipe avec des membres de niveau de compétences similaires afin que chacun puisse contribuer équitablement et devenir plus fort ensemble. Pendant ce temps, Ryo est allé s'entraîner seul à l'extérieur de la ville. Il repense à la magie incroyable utilisée par Léonore et réalise que la vitesse d'exécution était la seule zone où il pouvait égaler l'Akuma. Il décide de travailler sur ses faiblesses et de les transformer en force pour être prêt la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Ryo ressent également une pointe de jalousie envers la créature en pensant à la façon dont elle s'est instantanément rapprochée et est apparue juste devant lui. Il se demande si c'était un véritable exemple de magie du vent et commence à imaginer créer quelque chose de similaire en utilisant la magie de l'eau. Le premier sort qui lui vient à l'esprit est Jet d'eau, alors il décide de l'essayer. Ryu lance une bombe de glace devant lui et monte dessus, puis imagine 256 jets d'eau le propulsant à grande vitesse. Cependant, la tentative échoue lamentablement. Il décide d'arrêter pour aujourd'hui et se demande si utiliser plus de 1000 jets aurait pu faire une différence. Alors qu'il termine son entraînement, il décide de se rendre à la bibliothèque et de chercher des connaissances liées à l'Akuma et à l'alchimie. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Lynn est déjà assise à l'intérieur de la bibliothèque parcourant des livres de sorts interdits. Même ici, elle n'arrive pas à trouver de magie capable de former un épais mur de glace en plein air ou les lances de glace dont Abel lui avait parlé. Elle abandonne en se levant, pensant que même son maître, Hilarien, ne serait pas capable de gérer des sorts comme cela, et si quelqu'un le pouvait, ce serait quelqu'un comme le magicien de l'enfer de l'Empire. Juste à ce moment-là, Sarah apparaît et commande qu'il semble étrange de trouver Lynn dans un endroit comme celui-ci. Lynn répond qu'elle est venue chercher quelque chose, puis demande si Sarah a été absente de l'une pour des devoirs royaux. Sarah lui dit qu'elle vient de revenir de sa mission, puis trouve une excuse et s'en va, disant qu'un envoyé l'attend déjà. Pendant ce temps, le trio arrive à la guilde et se dirige directement vers la réception, où Nina semble surprise de les voir revenir si tôt. Alors que Nils ne parvient pas à dire un mot correct à cause de son béguin pour Mina, Ito lui montre les cristaux magiques qu'ils ont rassemblés, ce qui lui fait réaliser qu'ils proviennent d'archers gobelins qui ne devraient pas être sur le 5e niveau. Elle s'empresse de courir informer le maître de guilde et affiche également un avis sur le mur de la guilde, remerciant les trois pour l'information précieuse. Alors que Nina explique tout à Hugues, il sent immédiatement le danger, sachant que de tels monstres apparaissent généralement seulement après le 10e niveau. Il demande à Nina combien de groupes de rang B sont actuellement disponibles, et elle lui dit qu'il y a seulement Crimson Sword et White Brigade. Le chef de guilde lui demande alors de les appeler tous les deux en même temps. Peu après, Crimson Sword arrive à la guilde, et Abel ne semble pas content lorsqu'il apprend que la Brigade Blanche est également là. Ils entrent dans le bureau de Hugues, et par le temps qu'ils entrent, la Brigade Blanche attend déjà. Leur chef, Phelps, salue chaleureusement Abel, et Abel rend la salutation. Hugues Maclast ne perd pas de temps, et va droit au but. Il remercie rapidement les deux parties d'avoir répondu à sa demande, puis évoque le rapport sur les archers à gobelins. Abel demande si l'information est fiable et Monsieur Maclast explique que le trio est revenu avec les cristaux en guise de preuve. Le chef de guilde les informe alors que leur tâche sera d'entrer dans le donjon et de vérifier les signes du grand raz de marée qui désigne la croissance explosive des populations de monstres à l'intérieur du donjon. Monsieur Maclast explique que le dernier a eu lieu il y a environ 10 ans et les signes récents qui l'ont reçu pourraient suffire à confirmer qu'un autre approche. Il leur offre une récompense généreuse pour vérifier cela et partage tous ses plans, mentionnant même qu'il a déjà informé le seigneur de la situation. Le chef de guilde précise qu'il n'a pas l'intention de prendre cela à la légère et demande aux deux parties de partir dès le lendemain matin. Monsieur Hugues leur fait également savoir qu'il a émis un avis pour fermer temporairement le donjon.
Les deux groupes se lèvent rapidement et acceptent la demande. Le lendemain matin, Ryu se réveille tôt et sort pendant que les autres sortent encore du lit. Il mentionne qu'il prévoit de visiter le côté nord de la bibliothèque, espérant trouver du matériel plus avancé que ce qui est disponible du côté sud. Amun souligne qu'il existe également des textes interdits disponibles, mais Ito leur rappelle que Ryu devrait être au moins de rang B pour y avoir accès. Après lui avoir souhaité bonne chance, Ryu se dirige vers la bibliothèque et en montant les escaliers, il aperçoit Sarah debout là, lisant un livre. Pendant ce temps, l'épée cramoisie et la brigade blanche se rassemblent près de la porte du donjon. Quand Abel demande à Phelps pourquoi il n'a amené que 20 aventuriers, Phelps explique qu'il n'a sélectionné que ceux classés au-dessus de C, ceux qui représentent la moitié de la brigade. Abel considère que c'est un choix judicieux et hoche la tête en signe d'accord. Juste au moment où le maître de guilde s'apprête à ouvrir la porte du donjon, Abel l'arrête soudainement, sentant une présence inhabituelle à l'intérieur. Il demande alors à Lynn de le confirmer en utilisant sa magie du vent. Lynn lance un sort de vent appelé Probe et révèle qu'il y a bien plus de quelques centaines de monstres attendant près de l'entrée, ce qui est plus que suffisant pour confirmer que la grande marée a déjà commencé. Le maître de guilde ordonne immédiatement à tout le monde d'aller chercher les chevaliers et d'alerter toute la zone. Une quête d'urgence est affichée à la guilde et tout le monde se précipite pour remplir ses rôles. Retour à notre héroïne, Sarah semble heureuse de le revoir. Elle demande s'il est un aventurier local, puis se présente correctement, disant qu'elle avait le pressentiment qu'ils se rencontreraient à nouveau. Elle poursuit en demandant ce qu'il fait à la bibliothèque, et Ryu laisse presque échapper qu'il cherche des livres sur les Akuma, mais change rapidement sa réponse pour l'alchimie, expliquant qu'il veut finir par créer un golem. La fille répond que c'est une ambition assez grande, et bien qu'elle ne puisse penser à un... Alors qu'il la suit, Sarah demande s'il aime lire, et Ryu lui dit à quel point il adore les livres, en précisant que comme il lit depuis longtemps, il ressent un peu de nostalgie à chaque fois qu'il visite cet endroit. Il demande alors si elle est une elfe et si elle est la seule en ville. Sarah explique qu'elle est la seule membre d'un groupe de rang B appelé le Vent et qu'elle est un peu inhabituelle car les elfes ne restent généralement pas dans les établissements humains. Mais elle pense que c'est une bonne chose qu'elle soit restée car c'est ainsi qu'elle a rencontré Ryu. Alors que Ryu et Sarah profitent paisiblement de leur conversation à la bibliothèque, le chaos commence à se répandre dans la ville alors que les foules se rassemblent en cercle autour du donjon et attendent que les monstres émergent. Les portes du donjon sont violemment ouvertes et ce qui apparaît ensuite est une nuée de gobelins mutants. Le chef de guilde ordonne immédiatement à tout le monde d'attaquer avec des flèches et des sorts, mais les gobelins continuent à avancer sans ralentir. Voir les chevaliers se joindre au combat apporte un soulagement à Abel car il se rend compte qu'ils sont les chevaliers de Lune du Margrave. Hugues fait remarquer qu'il est content d'avoir eu une réunion avec le commandant Nival plus tôt, ce qui leur a permis de se préparer à temps. Cependant, en voyant l'énorme vague de gobelins déferler, Hugues commence à s'inquiéter, sachant que la dernière fois n'était pas aussi grave. Alors que la bataille continue, les chefs des deux guildes font un excellent travail pour coordonner tout le monde. Même ainsi, la situation devient critique lorsque Ria souligne qu'ils ont déjà épuisé leurs flèches. Nils apporte rapidement une nouvelle provision et délivre également un message de Hugues à Abel, lui disant qu'il devrait y avoir un grand monstre gobelin caché derrière le fourrage et il veut que l'épée pourpre l'élimine. Tout le monde continue de se battre jusqu'à l'aube, et d'ici là, la plupart des gobelins sont éliminés. Le chef de guilde ordonne rapidement aux deux groupes de rang B de se positionner et de défendre le mur contre le monstre géant qui approche par derrière. Les deux équipes se déplacent en parfaite synchronisation et déchirent facilement la vague finale avant de s'avancer pour affronter ce qu'elle suppose être la dernière menace, un seul général gobelin. Mais à ce moment-là, 3 d'entre eux apparaissent à la place, ce qui indique clairement que le boss final va être un roi gobelin. Abel partage calmement son plan, lui et Phelps affronteront 2 des généraux, tandis que Rhea et Shena s'occuperont du 3e. Il espère qu'ils pourront terminer le combat avant l'arrivée du roi. L'équipe prend rapidement l'avantage sur les généraux, mais juste avant de baisser leur garde, Abel crie soudain à tout le monde de se baisser. Une violente entaille d'air déchire le champ de bataille, projetant les 3 généraux gobelins en l'air d'un seul coup de la part du roi gobelin. Abel est stupéfait qu'une telle puissance provienne d'un simple geste du bras, et encore plus choqué que le roi ait volontairement sacrifié ses propres hommes. Sans perdre de temps, Abel se précipite avec Phelps et frappe en utilisant sa compétence impeccable de l'épée de l'ombre, suivie d'un empalement royal. Mais même cela ne parvient pas à achever la bête. Phelps commence à paniquer, mais Abel appelle Lynn à utiliser sa pluie de balles. Heureusement, son plan fonctionne et l'attaque s'abat parfaitement, mettant le roi gobelin à genoux, mettant enfin fin au chaos. À la surface, Sarah et notre garçon restent complètement inconscients du combat en cours. Ils se disent au revoir après avoir passé une agréable soirée ensemble, sans se douter de la tempête qui vient de passer.
Ce soir-là, quand Rio arrive au guilde des aventuriers, il se sent confus en voyant tout le monde célébrer pour une raison quelconque. Pendant ce temps, le chef de la guilde vient de terminer tous les documents qu'il devait gérer en raison du raz de marée, y compris les demandes de fonds et les évaluations des aventuriers qui ont participé. Le vieil homme trouve le travail épuisant, se sentant accablé par chaque pensée. Après un certain temps, Rio apprend finalement de ses colocataires que les aventuriers célèbrent la Grande Marée. Knowles déborde d'excitation en parlant des réalisations remarquables d'Abel contre le roi gobelin, expliquant comment Abel a donné à Lynn le signal après quoi elle a lancé l'un des sorts de vent les plus puissants appelé pluie de balles, et comment Abel a même réussi à l'esquiver. Quand ils admettent qu'ils ne sont pas sûrs de savoir comment il a réussi, Abel lui-même apparaît et explique que la compétence qu'il a utilisée était une technique d'épée appelée ombre parfaite qui permet à l'utilisateur d'éviter toutes sortes d'attaques à distance. Juste à ce moment-là, les coéquipiers d'Abel, Lynn et Rhea, arrivent, disant qu'ils l'avaient cherché partout. Rhea souligne qu'elle était certaine que leur leader serait avec Rio. Et soudain se plaint à Rio qu'il aurait dû être présent lors du mascaré. Lynn demande alors si Rio est réellement capable de créer un mur de glace en plein air. Rio hoche la tête et dit qu'il peut, mais explique que sa limite actuelle est d'environ 40 mètres. Il ajoute que cela lui a pris beaucoup de temps et d'efforts pour atteindre ce niveau. Réalisant que cela dépasse largement ce que la plupart des gens pourraient gérer, Lynn devient curieuse et demande si c'est un sort original. Elle explique que, d'après ce qu'elle sait, la plupart des mages se contentent de réciter les incantations créées par d'autres plutôt que de développer les leurs. Rio répond qu'il a une façon de penser différente, car il soutient que les incantations sont une question de préférence personnelle. Sa réponse laisse Lynn stupéfaite, et alors qu'elle reste là, surprise, Rio s'excuse et part manger un morceau. En partant, Abel explique à Lynn que le garçon lance des sorts sans utiliser d'incantation, bien que Lynn ne puisse tout simplement pas le comprendre. Le jour suivant, les colocataires de Rio arrivent à la guilde. Mais comme le donjon est fermé pendant un mois, ils ne peuvent même pas trouver un seul travail. Quand Rio passe par là et demande ce qu'ils font, le trio explique leur situation. Ils demandent ensuite à Rio pourquoi il est à la guilde, et Rio leur dit qu'il cherchait un minerai pour pratiquer l'alchimie, mais qu'il est actuellement en rupture de stock. Tandis que les trois commentent à quel point le minerai est cher, Rio ne s'en inquiète pas trop après tout l'argent qu'il a accumulé. Lorsque le trio commence à avoir l'air morose, Rio décide de les réconforter en leur offrant un emploi. Il leur dit de chercher un endroit en dehors du donjon où on peut trouver du minerai de cuivre. Les trois mentionnent une mine abandonnée près du village de Rush, qui est à environ une demi-journée de marche. Après avoir entendu cela, Rio leur offre 4 pièces d'or chacun et dit qu'il les paiera même s'ils reviennent sans rien. Il propose également 25 pièces d'or pour chaque noyau qu'ils ramènent, avec la seule condition que tous doivent revenir vivants. Le trio est ravi et demande s'il est vraiment d'accord pour payer autant en plus. Mais Rio explique que la guilde pourrait ne pas le considérer comme un accomplissement officiel, puisqu'il ne travaille au pas à travers elle. Même ainsi, les trois acceptent précipitamment le travail. Alors que Rio profite d'un moment de tranquillité seul, il entend un bruit à l'extérieur et se dirige vers la fenêtre pour regarder. Il voit un groupe de chevaliers harceler une fille et lui ordonner d'aller leur chercher des boissons. Ils essaient de l'entraîner pour une sale affaire lorsqu'un homme nommé Dan intervient pour la défendre et pousse un des chevaliers de côté. Le chevalier se met en colère et sort son épée, disant que bien qu'il n'ait pas l'intention de le tuer, il va donner une leçon à cet aventurier et il l'appelle même ordure. Juste au moment où il est sur le point de frapper, le chevalier trébuche et tombe et essaie de se relever, mais il retombe. À ce moment-là, Phelps de la Brigade Blanche arrive pour sauver la situation et dit aux chevaliers d'avoir honte de ce qu'ils essayaient de faire. Les chevaliers essaient de se montrer durs, pensant que Phelps n'est qu'un autre aventurier, jusqu'à ce qu'il révèle qu'il est un noble et héritier de la maison Heinlein. L'un des soldats réalise qu'ils se sont attaqués à l'ancien commandant des chevaliers royaux, et le groupe s'enfuit rapidement sans causer d'autres ennuis. Ensuite, Dan et la fille remercient le chef de la Brigade Blanche, et Phelps félicite Dan d'être intervenu pour la protéger. Il demande à Dan d'accompagner la fille chez son ami, et une fois qu'ils partent, il tourne son attention vers Rio, qui regarde toujours par la fenêtre. Après un bref échange de salutations et d'introductions, Phelps dit qu'Abel a parlé de lui en termes élogieux et que la Tidalbor aurait été plus facile avec lui. Il remarque aussi à quel point la magie de Rio est intéressante, notant qu'il a réalisé que les chevaliers ont glissé à cause de cela. Alors que le capitaine s'éloigne, Rio se demande pourquoi le fils d'un marquis a choisi de devenir aventurier. Ce soir-là, tandis que Rio mange son dîner, Abel arrive pour le rejoindre. Rio précise qu'il ne paiera pas ses repas, mais Abel répond qu'il ne s'attend pas à cela de la part d'un nouveau venu. Après qu'Abel ait passé sa commande habituelle au serveur, les deux commencent à parler des intérêts amoureux d'Abel. Quand Rio demande à propos de Lynn, Abel dit qu'elle a déjà un faible pour Warren. Rio ne voit pas comment cela pourrait marcher, mais remarque que l'amour peut surmonter une petite différence de taille. Il demande ensuite si Rhea a attiré l'intérêt d'Abel, et l'homme réagit littéralement comme un collégien embarrassé. Abel change rapidement de sujet et demande à Rio s'il est prêt à l'aider avec quelque chose. Il conduit ensuite Rio dans la rue et commence à expliquer qu'un des enquêteurs envoyés à Lune est une vieille connaissance à lui. Cet enquêteur a amené plusieurs gardes avec lui, et parmi ces gardes, certains sont un vrai désastre. Par conséquent, Abel veut les retrouver avant qu'ils ne causent des ennuis. Pendant qu'il parle, Rio remarque un groupe d'aventuriers au look suspect.
Ils décident de les suivre et sont conduits dans une ruelle où ils sont soudainement pris en embuscade. Ryo gère facilement l'attaque, créant des cristaux de glace qui tombent sur chacun des attaquants et les assomme instantanément. Il se moque d'eux pour avoir déployé tant d'efforts pour les attirer là-bas alors qu'ils ne pouvaient même pas attaquer correctement. Cependant, Abel soutient que le problème vient des standards de Ryo. Abel trouve ensuite un outil d'alchimie, et lorsque Ryo insiste pour le garder, Abel soutient qu'ils doivent le soumettre comme preuve. Après avoir ligoté les agresseurs suspects, Abel découvre qu'ils sont des aventuriers de rang C de Gicler, la capitale de Andalyu. Il se demande ce qu'ils font si loin de chez eux, puis se dirige avec Ryo pour les signaler à la garde de la ville. D'autre part, alors que Phelps marche calmement dans les rues, il est suivi par les mêmes chevaliers qu'avant qui cherchent à se venger de leur humiliation. Juste au moment où ils atteignent leur lame, ils sont soudainement paralysés, lorsque Shena apparaît derrière eux et les incinère avec un seul sort appelé Inferno. Le lendemain, une équipe d'expédition de recherche arrive de la capitale et rencontre le chef de guilde. La discussion devient tendue lorsque Hugh se plaint de la réouverture du donjon et demande même des aventuriers comme escorte pour y descendre. L'homme de l'équipe d'enquête nommé Clive Staples explique avec colère que c'est le ministre des Affaires intérieures qui prend les décisions pour cette expédition de recherche et qu'il leur a donné toute autorité sur celle-ci. Un vieux monsieur présidant la réunion intervient, demandant aux deux de cesser de se disputer et s'excuse auprès de Hugh pour leur saisie soudaine des provisions alimentaires de la guilde, allant même jusqu'à proposer une compensation. Clive reste déterminé à rouvrir la guilde et Hugh accepte, ce qui fait sourire Clive. Mais avant qu'il ne puisse être trop satisfait, Hugh avertit que si quelque chose arrive aux aventuriers de Lune, ils ne seront pas tenus responsables. Le vieil homme dit à Clive que l'état est correct et demande à Hugh s'ils peuvent payer les aventuriers au-dessus des tarifs normaux. Hugh dit que c'est entièrement aux aventuriers de décider et les avertit de progresser dans le donjon avec prudence, car on ne sait jamais ce qu'ils pourraient y rencontrer. Ryo se dirige là où séjourne le parti de l'épée écarlate, espérant trouver une cafétéria décente. Juste à ce moment-là, une fille sort précipitamment de la porte, faisant des allers-retours avant de courir vers lui et de le supplier de lui montrer le chemin vers la guilde, car elle a une lettre à livrer. Ryo ne veut pas renoncer à son repas, mais décide quand même d'être un gentleman et de la guider là-bas. À la guilde, la fille remet la lettre au parti de l'épée écarlate, expliquant qu'elle vient du professeur Hilarion. Abel l'ouvre et apprend que Hilarion veut qu'il soutienne le magicien de la cour dans l'enquête sur le donjon. Quand Ryo fait remarquer que le donjon était censé rester fermé, Abel explique que c'était parce qu'un groupe de niveau A avec un aventurier de niveau S de premier ordre a disparu à l'intérieur après la dernière grande marée. Mais l'équipe de recherche a maintenant la permission de l'explorer. Ryo dit que le choix intelligent serait de rester à l'écart et de partir chercher quelque chose à manger. En s'en allant, la fille le remercie et quand Rita fait remarquer qu'elle ne s'est pas présentée, la fille dit qu'elle s'appelle Nathalie Schwarzkopf. Son nom de famille attire l'attention de Lynn et elle réalise rapidement qu'ils sont les célèbres mages de l'eau. Lynn est toujours curieuse à propos du sortilège de mur de glace de Ryo et demande à Nathalie si elle le... Abel ordonne ensuite à son équipe de ne jamais engager de véritable combat avec Ryo et même s'ils se retrouvent face à lui, ils doivent se rendre, car il est certain que même tous ensemble, ils n'auraient aucune chance. Il dit ensuite à Nathalie que si elle a besoin d'aide et ne peut pas les trouver, elle doit chercher Ryo. Plus tard dans la journée, l'équipe d'expédition de recherche installe des détecteurs de mana résiduels qui peuvent capter toute trace de mana laissée dans l'environnement. Le vieux de l'équipe explique que ces détecteurs enverront toutes leurs données au groupe d'analyse travaillant juste à l'extérieur du donjon. Ce soir-là, les colocataires de Ryo reviennent avec 2 minerais et reçoivent une grande quantité de pièces d'or, ce qui les rend heureux. Ito dit qu'il est surpris que le donjon ait été ouvert si rapidement et Ryo explique que seuls les aventuriers de rang D ou plus sont autorisés à entrer pour le moment. Il leur demande également d'assister au briefing prévu pour demain. Au fil des jours, Abel voyage pendant 3 jours et atteint la 7ème couche avec son équipe, mais ils n'ont pas trouvé un seul monstre. Abel remarque que Clive et le groupe de la Royal Central University semblent pressés et Rita explique qu'ils travaillent sur une théorie disant que les monstres du grand raz de marée viennent d'en dessous du 38e étage, c'est pourquoi ils veulent avancer rapidement. Le lendemain, lors du briefing des aventuriers, le chef de la guilde explique que les équipes de rang E et F ne sont pas autorisées à escorter l'équipe d'investigation. Cependant, il leur assure qu'un travail alternatif a été organisé pour qu'ils ne fassent pas faillite ou ne meurent pas de faim. Ryo demande ensuite l'intensité de couleur des pierres prises des monstres au grand raz de marée, et Hugh révèle que toutes les pierres étaient pâles, ce qui semble très étrange. Pendant ce temps, l'équipe de l'expédition de recherche tombe finalement sur une grande porte aléatoire que Clive décide d'appeler désormais la porte. Il croit que la porte pourrait être connectée à un autre endroit, et alors qu'ils installent des instruments pour l'examiner, tous ceux présents disparaissent soudainement, et même l'équipe d'analyse ne peut détecter aucune trace d'eux. Abel appelle ses compagnons d'aventure, s'assurant qu'ils vont tous bien avant de se tourner vers le vieil homme nommé Arthur, qui explique qu'ils ont été déplacés. Les aventuriers deviennent inquiets, chuchotant sur l'endroit où ils pourraient être, jusqu'à ce que le directeur Clive intervienne, ordonnant à tout le monde de se disperser et d'examiner soigneusement la zone car le danger pourrait apparaître à tout moment.
Un des hommes s'approche de Clive, demandant ce qui s'est passé, et Hugh répond que cela doit être de la téléportation, c'est pourquoi déterminer leur position actuelle est leur priorité absolue. Ils commencent à se demander si c'était à cause du portail, mais Clive rejette la théorie précédente selon laquelle les monstres seraient limités en dessous du niveau 38, la considérant comme fausse. Maintenant, il soupçonne fortement que le portail lui-même était la source de tous les monstres. Même ainsi, Clive admet que cet incident pourrait s'avérer être une bénédiction cachée, peut-être même les amenant à découvrir la véritable origine du Grand Mascaré. Un sourire s'étale sur son visage, alors qu'il imagine cette découverte devenir son échelle vers une promotion en tant que chef de département. Pendant ce temps, en ville, alors que les lectures disparaissent soudainement, l'équipe d'analyse commence à s'inquiéter, car c'est quelque chose qui ne devrait pas se produire dans des circonstances normales. Juste à ce moment-là, Nathalie parvient à capter un signal et pendant un bref instant, il semble que le groupe manquant se trouve au 40e étage avant que le signal ne soit de nouveau perdu. À ce moment, un homme arrive à la recherche du responsable et se présente comme Christopher Blatt du collège de magie. Il affirme être la personne officiellement chargée d'organiser cette enquête et agir directement sur les ordres du roi, exigeant de savoir s'il y a quelque chose d'inhabituel ou d'anormal à l'intérieur du donjon. Il explique la raison derrière la soudaine agitation en disant que alors qu'il se dirigeait vers le donjon avec les aventuriers locaux qu'il avait engagés, au moment où la personne devant lui a franchi le seuil, tout le monde a disparu dans l'air. Nathalie soutient qu'ils ne sont pas les seuls dont les lectures ont disparu, et Christopher Blatt a immédiatement demandé à la personne responsable s'ils avaient confirmé d'autres observations similaires, à quoi la réponse est venue qu'ils l'ont fait, mais seulement au 10e niveau. Blatt demande ensuite s'ils ont reçu d'autres signes d'eux par la suite, et quand Nathalie répond que c'était seulement pour un instant, il demande où exactement, et la réponse vient que le signal qu'ils ont détecté provenait du 40e niveau. Blatt devient visiblement mal à l'aise car cela est bien trop profond, le plus loin qu'un aventurier ait jamais atteint n'étant que le 38e niveau. De plus, le niveau de difficulté au-delà du 30e étage nécessite au moins des groupes de rang B. Le responsable explique ensuite que le groupe de rang B, Crimson Sword, était celui qui escortait cette équipe, donc il y a une très forte chance qu'ils soient tous ensemble là-bas. Il ajoute qu'il a déjà envoyé un messager à la guilde et demandé au maître de guilde de venir dès que possible. À ce moment-là, Nathalie se rappelle quelque chose et part en courant. Pendant ce temps, Hugh est approché par la réceptionniste Nina qui l'informe qu'il y a un problème avec le donjon. Toute l'équipe d'enquête a disparu et ils ont besoin de lui à l'entrée immédiatement. Hugh devient tendu, craignant qu'Abel et l'épée pourpre ne se soient également volatilisés. Il se prépare rapidement à partir, lui demandant de faire rassembler leur agent de liaison au point de contrôle du donjon. Il lui dit aussi de garder cette information secrète des aventuriers jusqu'à ce qu'ils puissent confirmer ce qui se passe réellement. D'un autre côté, alors que le chaos règne en ville, Rio erre calmement dans la bibliothèque à la recherche des livres qu'il veut lire. Il monte les escaliers en espérant apercevoir Sarah, et à sa grande joie, elle apparaît. Il lui dit qu'il espérait comparer des archives des éclipses passées et des grandes marées. Sarah sourit et propose de l'aider à retrouver les archives. Alors qu'ils marchent ensemble vers la section de droite, elle lui demande s'il pense qu'il pourrait y avoir un lien entre les éclipses et le Grand Mascaré. Rio rejette simplement la question, mais Sarah continue d'insister qu'elle croit en sa théorie sur le lien entre eux. Les deux pourraient en fait avoir raison. Elle explique qu'il y a effectivement eu une éclipse juste avant ce Grand Mascaré, mais contrairement au passé, il n'y a jamais eu d'éclipse totale comme celle qui s'est produite cette fois. Elle semble également curieuse de savoir comment Rio a réussi à penser à la même connexion qu'elle, tandis que Rio lui-même sait qu'il ne peut tout simplement pas lui dire qu'il combattait un Akuma au milieu de cette éclipse. Lorsqu'elle le regarde avec ce regard curieux, presque comme si elle lui demandait ce qui se passe vraiment dans sa tête, il change soudainement de sujet en lui demandant si elle sait ce qui détermine la vivacité d'une pierre magique. Sarah lui permet de détourner la conversation et répond que plus un monstre vit longtemps, plus sa pierre devient vive. Rio est d'accord, ajoutant qu'il a appris la même chose lors de son voyage, mais il admet que ce fait l'a amené à se demander sur la teinte des pierres des monstres pendant l'ennui, car la plupart d'entre elles étaient pâles. Si les pierres avaient été vives, cela aurait eu du sens, car cela signifierait que seuls des monstres de bas niveau étaient venus à la surface. Les pierres pâles pourraient seulement suggérer que les monstres venaient de se matérialiser récemment. Il soutient même que les monstres de boss semblent également être des apparitions récentes, et cela l'amène à formuler ses propres théories. Après l'avoir écouté, Sarah décide d'emmener le garçon voir les archives des raz-de-marée antérieurs. De retour dans le donjon, alors qu'Ableu parle avec Arthur de la situation étrange, il suggère que cela pourrait être une téléportation et qu'il pourrait soit être à un autre niveau du donjon, soit dans un endroit complètement différent. Il demande ensuite au groupe si leurs instruments fonctionnent correctement, et il s'avère que même les dispositifs de suivi fonctionnent normalement, ce qui rend Lynn enthousiaste puisque cela signifie qu'il pourrait encore recevoir de l'aide. Able se concentre sur le vieil homme et lui demande si quelque chose le tracasse,
et Arthur répond que c'est l'air lui-même. Arthur se tourne alors vers Rhea et lui demande si cela lui rappelle quelque chose, à quoi elle explique que cela ressemble exactement à l'intérieur de la place du sanctuaire, un sort que seuls les prêtres de plus haut rang étaient capables de lancer. Rhea hoche la tête et soutient qu'il s'agit de la forme ultime de la magie défensive, appelée miracle divin, et de plus, il est dit qu'elle dévie toutes les attaques, qu'elles soient magiques ou physiques. Able explique que cela signifierait qu'ils sont piégés à l'intérieur d'une sorte de barrière, et Rhea est d'accord puisqu'ils ne peuvent pas déterminer où se trouve la limite. Able demande ensuite à Lynn d'utiliser sa sonde pour vérifier, et elle rapporte qu'elle peut détecter environ 1000 humains espacés de 500 mètres, ainsi que 50 formes de vie qu'elle n'a jamais rencontrées auparavant. Arthur suppose que Clive et son équipe ont dû être téléportés ici aussi, et Able pense qu'il serait préférable de se regrouper avec eux. Pendant ce temps, le chef de la guilde arrive près du donjon et est informé de ce qui s'est passé, y compris le rapport d'un signal qui est brièvement venu du 40e étage. Il ne peut pas le croire, car même s'il mobilisait tous les aventuriers de la ville, aucun ne pourrait aller aussi loin. Blatt exprime ensuite sa préoccupation quant à la disparition soudaine de ces personnes. Il s'excuse, disant que ni lui ni ses subordonnés ne pouvaient entrer dans le donjon dans ces circonstances, et le chef de guilde est d'accord avec lui en espérant que l'équipe finira par revenir en sécurité. De retour dans le donjon, les aventuriers sont brûlés par des flammes violacées lancées par les monstres. Ils essaient de lever leurs barrières, criant à tout le monde de rentrer, tandis que ceux laissés à l'extérieur périssent rapidement. La peur se répand alors que le groupe réalise à quel point ces créatures traversent facilement leurs barrières. Clive les reconnaît immédiatement, confirmant qu'il s'agit de démons, les mêmes créatures dont il n'avait lu que jusqu'à présent. Les monstres écrasent tout le monde sans effort, et bien qu'Able et son équipe parviennent à se mettre en sécurité, ils ressentent tous une vague de malaise glacial. Rhea explique que les démons sont censés être plus forts que n'importe quel humain. Lynn demande pourquoi de tels monstres apparaîtraient, même ici, mais Arthur intervient et leur dit de laisser les spéculations pour plus tard. Prenant le commandement, il ordonne à tous les mages de préparer leurs attaques et de clouer les démons. Étonnamment, le sort de javelot de quelqu'un s'avère très efficace, même si Rhea se souvient que la magie aurait dû être inutile contre eux. Ils essaient de trouver un plan et Arthur appelle à une seconde salve d'attaque magique, bien qu'il s'inquiète de manquer de mana avant la fin de la bataille. Parmi les démons, Able remarque une figure qui se distingue, celle qui semble être leur chef. Après la 4e salve, leur mana commence à manquer. Alors Able emmène Garen et son escouade en avant pour le combat rapproché. L'épée cramoisie se précipite, utilisant parfaitement le double lancé pour abattre les ennemis un par un, tandis que Garen les protège, et cela soulage Arthur de savoir que le groupe est vraiment à la hauteur de sa réputation. Alors que leur mana s'épuise davantage, seuls 6 monstres restent debout, et leur chef se révèle être un prince démon, quelque chose que Rhea explique comme un être aux yeux de couleurs différentes. Elle leur dit qu'un prince démon est la forme immature d'un seigneur démon qui n'est pas encore éveillé, et elle ajoute que seuls 4 de ces êtres peuvent exister en même temps, l'un d'eux étant destiné à s'asseoir sur le trône. Able a également entendu les vieux contes et réalise rapidement que ce combat sera loin d'être facile. Rhea insiste sur le fait que personne, à l'exception d'un héros choisi, n'a jamais réussi à vaincre un prince démon, mais Able refuse de reculer et avance, espérant un miracle. Il se tourne vers ses amis, leur disant de ne pas perdre espoir. Comparé au moment où le griffon terrifiant les a presque fait mouiller leurs pantalons, cela ne lui semble pas si mal. Avec cela, il plonge directement, tranchant les diables avec aisance, tandis que le prince démon écarte tous les autres, exigeant un duel en tête à tête. Le jeune seigneur démon se précipite juste devant Able et le force à se défendre. Able devient anxieux car il ne peut même pas imaginer une manière de réussir, avec tous les sorts étant facilement détournés par le monstre. La situation commence à devenir critique, alors que Clive et son groupe sont engloutis par les flammes, tandis que le groupe d'aventuriers d'Able est également contraint de battre en retraite. Able serre fermement son épée et déclenche sa compétence d'épée, 0 tour, et alors qu'il est sur le point de trancher la gorge du diable, la créature s'échappe, laissant Able stupéfait. Il s'excuse auprès de Rhea en acceptant sa mort, mais à ce moment-là, une goutte d'eau tombe, alors que Rio saute dans le combat, souriant à Able et lui demandant s'il est blessé. Able demande ce que le garçon fait là, et Rio explique simplement qu'il est venu le sauver. Il plaisante qu'il n'aurait jamais pensé qu'un monstre aussi faible pourrait pousser Able au bord de la mort. Même quand Able lui dit que c'est un prince démon, Rio s'en moque comme une mauvaise blague, et lui rappelle que ce n'est pas le moment de dire des bêtises, puisqu'il ne peut pas croire qu'une chose aussi faible puisse être liée à un seigneur démon. Able essaie de lui faire entendre raison, insistant sur le fait qu'il s'agit vraiment d'un seigneur démon immature. Mais tout alors que Rio avance vers la créature, ses sbires l'attaquent rapidement, mais il les dévie facilement avec sa lance de glace avant de trancher leur gorge avec son coup de jet d'eau. Rio se tient alors debout face au prince démon, tire sa lame et se prépare à engager le monstre dans la bataille. L'histoire revient un peu en arrière quand Nathalie court partout à la recherche de Rio. Yito lui dit qu'il est du côté nord de la bibliothèque, alors elle s'y précipite et finit par le croiser en chemin. Elle lui demande immédiatement de l'aide, expliquant que l'épée écarlate a disparu dans le donjon.
Sans perdre de temps, Ryo forme un chariot de glace sous elle et le tire à grande vitesse vers le donjon, tout en criant à cause de la course. En chemin, elle lui explique ce qui s'est passé, et une fois que Ryo comprend, il demande pourquoi elle est venue le voir spécifiquement. Nathalie répond qu'Abel lui a dit que si quelque chose tourne mal en son absence, elle peut compter sur Ryo, c'est pourquoi elle s'est précipitée pour le trouver. Entendre ça fait sourire Ryo, et ensuite il se précipite directement vers la porte du donjon. Les gardes à la porte lui disent que le donjon est interdit, mais Ryo les ignore et s'entoure d'un mur de glace avant de les dépasser. Une fois qu'il atteint le premier étage, il se souvient que Nathalie a dit que le bruit venait du 40e étage. Il se rend compte qu'il n'y a pas de temps à perdre et utilise donc son jet d'abrasif pour percer des trous dans le sol jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit. Alors que la scène revient au présent, Ryo fait maintenant face au prince démon tout en se moquant du monstre. Il prépare son épée et juste au moment où le prince démon s'élance vers lui, il remarque avec désinvolture que le démon est très lent et en un instant, il lui tranche le cou, le séparant nettement de son corps. Cela laisse Abel complètement stupéfait et il demande à Ryo quel genre de mouvement il vient d'utiliser. À leur grande surprise, le prince démon n'en a pas fini. Il ramasse sa tête coupée et la remet sur son cou. Ryo remarque que bien que le démon ait l'air résilient, il ne correspond pas à ses critères d'un véritable seigneur démon. Encore une fois, Ryo se moque de lui en le traitant de faible, bien qu'il se demande si le démon comprend même ce qu'il dit. Avant que le démon puisse se précipiter à nouveau sur lui, Ryo met à l'épreuve sa régénération en déclenchant 256 jets abrasifs. Les jets d'eau tranchent le démon en innombrables morceaux, brisant sa pierre magique. Abel respire de soulagement et remercie Ryo de les avoir sauvés. Mais Ryo insiste pour que la seule gratitude qu'il accepte soit un repas de la cafétéria. Abel promet rapidement de le traiter pendant toute une semaine. Juste à ce moment-là, l'un se précipite et s'accroche fermement à Abel, exprimant à quel point elle est soulagée de le voir sain et sauf. Arthur s'avance et se présente comme un conseiller du bureau des magiciens royaux, expliquant qu'il représente l'enquête du tribunal sur l'incident du donjon et remerciant sincèrement Ryo pour son aide. Ryo répond qu'il est juste content d'être arrivé à temps, bien que malheureusement de nombreuses vies aient été perdues. Arthur l'assure que dès que leurs magiciens auront récupéré leur mana, il ordonnera que les restes soient rassemblés. Abel se tourne alors vers Ryo et lui demande son aide pour récupérer la pierre magique du prince démon, expliquant qu'il veut utiliser l'argent pour soutenir les familles des défunts. Ryo accepte d'aider sans hésitation et demande à propos des démons qu'il a entendu être appelés démons. Abel explique que c'était aussi la première fois qu'il faisait face à de tels êtres depuis qu'il n'était pas apparu dans les provinces centrales depuis plus d'un millénaire. Malgré tout, Ryo ne peut pas chasser de son esprit la pensée de l'Akuma qu'il a combattu un peu plus tôt, alors qu'il essaie de la relier à ses démons. Quand Abel remarque son silence et demande ce qui ne va pas, Ryo explique que lorsqu'il est monté du 39e étage, il a ressenti un chant étrange dans l'air, une sensation qui s'est soudainement évaporée une fois que le prince démon a été tué. Et il a également remarqué quelque chose d'inhabituel grâce à son sort de détection, qu'il devrait vérifier à leur retour. Alors qu'Abel examine la pierre magique du prince, il la trouve noire, et Arthur admet que durant ses jours d'aventure, il a rencontré un démon dans les provinces de l'Ouest, mais était trop faible pour le vaincre. C'est donc la première fois qu'il voit aussi la pierre d'un démon. Lynn ajoute que même les grands temples des provinces centrales n'ont pas de dossier sur de telles pierres, et Arthur note en outre que ces démons semblent apparaître au hasard, ce qui conduit à la théorie qu'ils pourraient être capables d'utiliser la magie de l'espace-temps. Ailleurs, une bande de héros met le feu à un hôtel, ce qui fait apparaître l'Akuma Léonore derrière eux. Elle explique tranquillement qu'elle faisait juste des bêtises, a décidé de jeter un coup d'œil, et s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre dans un hôtel fabriqué par l'homme. Les héros la prennent instantanément pour un seigneur démon et déclarent que c'est la fin pour elle. Léonore incline la tête et demande s'ils l'ont vraiment appelé Seigneur Démon. Le groupe soutient qu'ils ont construit cet hôtel avec d'innombrables sacrifices précisément pour en invoquer un. Léonore rit et demande qui ils sont, étant donné qu'ils ont fait tant d'efforts juste pour cela. Un garçon avec une épée avance et se présente comme Roman, le héros. Léonore éclate de rire et dit qu'elle va le laisser l'amuser. En un clin d'œil, elle apparaît devant lui et plonge sa main directement dans son abdomen. En le regardant s'effondrer, elle soupire de déception, qualifiant le tout d'anticlimatique. Alors que le reste du groupe se prépare à attaquer, Léonore apparaît devant eux et taquine, demandant s'ils ne devraient pas être plus inquiets pour leur soi-disant héros à la place. Sur le chemin du retour, elle s'empare du joyau sacré de couleur noire, remarquant qu'au moins le prendre donnera quelque chose d'utile au voyage puisque le combat lui-même était ennuyeux. Avant de partir, elle précise qu'elle n'est pas du tout un seigneur démon et leur dit même qu'il y a des humains qui sont aussi forts qu'elle. En se souvenant de Ryo, elle sourit et dit à Roman qu'il devrait au moins viser à devenir l'humain le plus fort. Ces mots laissent le groupe de héros complètement ébranlé, surtout lorsqu'elle ajoute qu'il y a des humains là-bas 10 000 fois plus forts que lui. De retour dans le donjon, Ryo et les autres rencontrent les aventuriers engagés par Clive avant de reprendre leur enquête, où ils découvrent un orbe noir fissuré qui semble lié à l'étrange anomalie que Ryo avait ressentie plus tôt. Arthur admet qu'il n'a jamais rien vu de tel et le scelle dans un sac barrière où aucune mana ne peut passer, considérant que c'est leur seule pièce de preuve. Sur le chemin du retour à la surface, Abel remercie une fois de plus Ryo.
Mais Ryo lui rappelle sa promesse de le nourrir pendant toute une semaine, évoquant même Kirby comme faisant partie de l'accord, et avertit à moitié en plaisantant qu'il le découpera en morceaux plus petits que le diable qu'ils ont combattu si Abel oublie. Lorsqu'ils retournent à la surface, le chef de guilde loue leur travail, et Abel remercie Nathalie d'avoir amené Ryo. Hugh est soulagé de voir Abel vivant et souhaite qu'il prenne des emplois plus sûrs en surface, mais son soulagement se transforme rapidement en réprimande lorsqu'il interpelle Ryo pour avoir ignoré les gardes et s'être précipité tête baissée dans le donjon. Ryo s'excuse, mais Arthur intervient et dit au chef de guilde qu'ils ne sont là que grâce à Ryo. Hugh est surpris et demande une explication, et Arthur l'emmène à la tente pour tout expliquer. Là, Arthur explique à Hugh qu'à part le prince démon, près de 50 diables les attendaient à l'intérieur. Q soutient que cela ne devrait pas être un choc, car c'était Arthur avec le groupe d'Abel, mais Arthur admet que malgré la force d'Abel, il avait failli perdre la vie face au prince démon. Et par pur hasard, Ryo est apparu au moment parfait et a sauvé leur groupe d'une mort certaine. Arthur se tourne vers le chef de la guilde et demande qui est vraiment ce garçon. Et tandis qu'Arthur expose tout ce qu'il sait à son sujet, les deux conviennent silencieusement qu'un magicien aussi inédit doit rester de leur côté. Avec cela en tête, ils décident de garder Ryo caché de ces aristocrates sans cervelle, en s'assurant qu'il n'y ait aucune trace officielle de ses accomplissements. Alors que la scène change, Ryo se précipite en avant avec ses colocataires peinant à suivre le rythme, les exhortant que la chose la plus importante est simplement de continuer à avancer tandis qu'il les distance facilement. En passant par une ruelle, il devient agité, désirant un vrai combat, contrairement à celui avec le prince démon, qui s'est terminé avant même de commencer. Mais l'odeur soudaine de curry l'attire et le mène directement à Sarah. Elle le salue avec un sourire, insistant qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour le curry qu'à l'une, et l'invite à s'asseoir. Tous deux commandent un curry moyennement épicé, et en discutant, Sarah apprend que Ryo s'est directement inscrit au rang D, ce qu'elle trouve impressionnant. Une fois leurs plats arrivés, ils profitent du repas ensemble avant de sortir du restaurant, où Ryo demande si elle est une aventurière, car il ne l'a jamais vue à la guilde. Sarah explique qu'elle travaille maintenant comme instructrice d'escrime pour l'ordre des chevaliers du Margrave Lune, et lorsque Ryo réagit avec une légère surprise, elle se penche plus près, lui disant qu'elle est bien plus forte qu'elle n'en a l'air, et l'invite même à un combat simulé. Alors qu'elle le conduit au terrain d'entraînement, Sarah taquine qu'il a l'air d'avoir hâte de se battre, et Ryo demande comment elle sait qu'il utilise aussi une épée. Elle explique que sa démarche et sa posture le trahissent, et ajoute qu'elle est elle-même à la fois une épéiste et une magicienne comme lui. Sans perdre de temps, elle lui demande s'il est prêt et lui fonce dessus. Le duel se transforme rapidement en une compétition intense, et Sarah s'enthousiasme en réalisant à quel point Ryo est vraiment doué. Elle soutient que même les chevaliers n'ont pas été en mesure d'éviter sa charge, pourtant il y est parvenu, ce qui la pousse à donner le meilleur d'elle-même. Ryo a du mal à suivre et évite de justesse sa rafale d'attaque jusqu'à ce que finalement sa lame soit coupée en deux, le forçant à se rendre. Sarah se précipite et le serre fermement dans ses bras, le félicitant d'être incroyable. Ryo demande si elle utilisait la magie du vent pour améliorer ses mouvements et admet que c'était impressionnant. Sarah demande au garçon qui lui a enseigné de telles compétences. Lorsque Ryo mentionne son mentor, elle réalise rapidement qu'il parle du roi des fées. Voyant sa confusion quant à la façon dont elle le sait, elle explique que les elfes sont à moitié fées, ce qui lui permet de le remarquer plus facilement, surtout après avoir reconnu la robe que le roi des fées lui a donnée. Fascinée, elle dit à Ryo que le roi des fées est plus une légende qu'une réalité. Juste à ce moment-là, il est temps pour Sarah de partir pour la leçon de Maître Alfonso, le petit-fils du Margrave, alors elle s'excuse et demande à Rhaelita de raccompagner Ryo, mentionnant qu'il est important pour elle. Alors que Rhaelita l'emmène, elle ne peut s'empêcher de penser aux mots de Sarah à propos de Ryo étant important. En route, Q apparaît soudainement avec une charrette et propose à Ryo de le conduire. Pendant le trajet, Q le remercie pour ce qu'il a fait, mais précise qu'il ne peut ignorer l'ordre d'un garde, donc en guise de punition, il assigne à Ryo le travail de faire un aller-retour à Witnosh. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, merci d'avoir regardé et à la prochaine.